Alors, ok, c'est bon. Oui. Donc, je te laisse te présenter, Kelly. Eh ben oui. Euh, du, du coup, on voulait aujourd'hui partager notre expérience du burn-out. Et je voulais te demander de te présenter, de savoir qui tu étais, quel avait été ton parcours, ta formation. Enfin, voilà. Ça marche. Bah, écoutez, déjà bonjour à tous et bonjour à toi Isabelle. Bonjour. Alors, Ouais, c'est un truc que j'ai oublié de dire, moi. ben voilà, ce sera dit. Alors écoute, qui je suis? Je suis Kelly, j'ai Mhm. 30 ans. Et mon parcours, pour le coup, donc moi en fait, je viens d'un milieu de ressources humaines. Mhm. Et mon parcours, finalement, il a été bah, assez engagé dans le sens où, en fait, les RH, pour moi, le côté humain, le côté communication, le côté aussi accompagnement des gens, je l'ai eu très rapidement qui a été visible de par, à l'époque, un test de personnalité au centre d'information de mon collège. Donc, ça commence à... Ça Ça commence fait, très tôt. pardon? Ça a commencé très tôt. Eh oui, ben oui. Et en fait, on m'avait balancé comme ça en me disant, tiens, les RH, vous avez apparemment une attirance vers l'organisation, vers la communication, vers les gens. Allez en RH. Ouais, super. C'était vraiment la bonne voie. C'est ça. Donc moi, alors j'étais, je vais tester. Mhm. Et donc, je continue en post-bac, après avoir fait un bac économique et social. Mhm. J'enchaîne sur une formation quand même généraliste, parce que je me dis, OK, je veux faire RH, mais bon, on ne sait jamais. Des fois Ouais. qu'il peut se passer des choses, hein, surtout à 15 ans, connaître sa vocation, Ouais, certains tout à peuvent fait. l'avoir. C'est très jeune. Voilà. Après, bon, certains l'ont, hein, et tant mieux, et ils ne se trompent pas. Et d'autres, ils tâtonnent. Bon, Mhm. Mhm. moi, Moi, j'étais j'étais comme dans... ça aussi. Ouais, ouais. Voilà, toi aussi. Ouais, pareil. Voilà. Moi, j'ai pas su ce que je voulais faire. En fait, les RH me sont tombés dessus. C'est pas moi qui suis allée les chercher. Mm. Donc, Ah ouais, c'est voilà. encore différent là pour le coup. Ah oui, c'est encore. Mais ça m'a énormément plu. Et le H de RH, c'était vraiment c'est devenu ma vocation. Ah bah, Donc, je te laisse continuer. tu me diras ça, pourquoi après, parce que je veux Après, savoir. pourquoi? J'ai continué en école de management, donc avec marketing, communication, RH bien sûr, et j'ai fait mes stages, enfin, classiques, hein, avec un stage plutôt dans la partie commerciale pour voir ce que c'est et me confirmer que j'étais pas bonne du tout et que j'aimais pas ça surtout. Mhm. Et j'ai fait du RH très vite après. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. Et pendant tout mon parcours, en fait, c'était une sorte de, je sais pas, l'image du fil rouge, là, ça trace. Du coup, j'ai fini mes études et pour moi, c'était sûr, c'était les RH, mon métier, en fait. Mhm. Et j'ai fait ça donc, pendant 8 ans, sachant que à mon démarrage, j'ai eu une très bonne ambiance en tant que chargée recrutement. On était dans une petite équipe, on était 3. J'apprenais énormément de choses sur le terrain, j'étais énormément en contact avec les gens, donc c'est ce que je voulais. Et à un moment donné, dans toute société, ça arrive, réorganisation. Ouais. Et là, en fait, j'ai eu un monde complètement différent en l'espace de 2 semaines, en fait, qui est tombé. Et au démarrage, en fait, il y a eu une fusion de 2 entités, ce qui fait que l'équipe recrutement, on était 3, on a basculé à 9. Et voilà, je vais vous voir rire, mais c'est vrai que maintenant, j'en rigole, mais à l'époque, j'étais pas très bien. Ouais. Surtout que le manager de l'époque, moi, je sais que ça allait, en termes d'attente, en fait, ça ne correspondait pas du tout avec mes valeurs et mes attentes à moi. Donc, Mhm. je me suis dit, OK, bon, ça se trouve, je me fais une idée. On va voir. Comme Effectivement, quoi, il faut toujours suivre ses intuitions. c'est hyper important. Alors, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des images préconçues. Moi, je marche Oui. beaucoup au feeling, en fait, à l'instinct. Moi, c'est pareil. Ouais. Mais, et tu vois, après, par exemple, dans l'ancien métier de recruteur, on ne peut pas se fier que au feeling. Derrière, on Mhm. allait chercher aussi le plus concret, quoi. Mais c'est Mhm. vrai que oui, la première intuition, je te suis, c'est aussi beaucoup l'instinct.
Ouais, Et, moi je suis pareil. ouais, Moi je suis pareil, mais je pense parce que on est des créatives. c'est ça. Mais tu vois, moi, j'ai redécouvert ça, j'étais une créative, quand je fais mon bilan de compétences après. Parce que pour moi, la créativité, c'était plus du tout mon truc, quoi. En fait, pendant toutes mes années RH, pour moi, j'étais énormément dans l'organisation, j'étais énormément dans la coordination de projet, dans la communication, dans la gestion des incendies Je opérationnels, connais, ouais. en recrutement, un petit coup en formation, un petit coup en gestion de carrière. Puis on rebascule dans la partie plus, on va dire, marque employeur. Voilà, c'est parcimonie. Et ce côté finalement polyvalent, bah moi, en soi, j'aimais en fait. Donc ça ne me dérangeait pas. Ouais, moi c'était pareil en tant que DRH, c'était quelque chose que j'adorais jusqu'au jour où tout s'est figé sur du reporting en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une période, mais ça date il n'y a pas très très longtemps, hein. Je pense que tu es arrivé, je pense que ça date il y a 5-6 ans, les reportings délirants, les marronniers répétitifs, les trucs qui n'ont pas de sens. Avant, moi, j'ai vécu mon métier de DRH comme quelqu'un de créatif. Voilà. Parce que en fait, quand tu fais du projet, que tu mènes des groupes projets, que tu mènes, enfin voilà, c'est de la créativité en fait. Bah, ouais, ouais, carrément. C'est vrai que tu as toute une partie. Bah, quand tu réfléchis pour le bien-être, tu réfléchis pour. Ouais. Je sais, moi, j'avais des mots à thème. Bah, là, c'est de la créativité. Par contre, derrière, tu as effectivement toute la partie administrative, contractuelle, disciplinaire, enfin, bon, toute la partie, on va dire, un peu moins, enfin, moins en tout cas, qui était moins proche de mes valeurs. Justement, de Oui. communication, d'humain, de bienveillance. Et aussi de trouver à un moment donné comment faire pour bosser ensemble. Parce que des fois, tu avais des managers d'équipe ou des directeurs fonction support ou technique qui n'étaient pas capables de s'entendre. Donc, c'était au RH de faire le pivot et de Ça, finalement c'est ouais, faire ça, c'est rentrer, quoi. toujours. Oui, mais alors ça veut dire qu'on a aussi. Alors, il y avait cette partie-là donc de RH figé où le H disparaît tout à coup. Et c'est le problème de managers qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et du coup, les RH se prennent tout aussi. Alors, moi, pour le coup, effectivement, bon, j'aurais peut-être pas regardé que sous cet angle-là, parce que moi, c'est vrai que de ce que j'ai vu, les managers, on avait vraiment plein, excusez-moi du terme, plein la gueule. C'était Ouais, vraiment entre le marteau et l'enclume. Et, et moi, en fait, au final, avec le recul, ce que je me disais, c'était aussi, il y avait comme on disait, la société qui fait qu'on a oui, des habitudes, des attentes avec justement la digitalisation, ce que tu m'as dit, en fait, il y a 5-6 ans, au niveau des outils, tu n'avais pas du tout la même dose de reporting. Tout ce non, qui est l'agility projet, c'est il n'y a pas si longtemps que ça a non. commencé à sortir. Puis avec la mondialisation, et bref, tous les termes, avec les petites sous-traitances en Roumanie, dans les pays de l'Est, enfin bon, bref. Ce qui fait que tu Ouais, peux pas effectivement. bientôt, tous les cadres seront en télétravail et seront indiens, hein, voilà. Mais- Je non, mais je partageais rigole, mais peut-être pas la même vision. je rigole. Non, Effectivement, mais je force un peu le trait. Je force un peu le trait, tu vois. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Et voilà. Bon, on va peut-être passer à la deuxième oui. question. Tu vas Mais me la oui, parce poser. que, bon là, moi j'ai parlé de mon parcours, mais on n'a pas vraiment parlé de toi. Moi, j'avoue que je vais faire vite, hein. Moi, je suis rentrée en fac de droit, je voulais faire philo déjà. Donc tout allait bien, c'était normal. Bon, mes parents m'ont dit non, non, la philo, c'est n'importe quoi, va faire fac de droit. Et voilà. Donc il se trouvait que j'étais bonne élève, donc j'ai réussi, j'ai fini à Assas, voilà. Mais de manière totalement, comment dire, inconsciente. C'est-à-dire que j'étais à ça, tout le monde me regardait comme si vraiment c'était un truc super. Et en fait, moi, j'étais pas heureuse. Et puis après, j'ai fait le saut dans le monde du travail. Et là, j'avais candidaté pour un poste de juriste. Et là, les recruteurs m'ont dit, ben non pour le poste de juriste, mais oui pour le poste de DRH.
tu vois. Donc, tu vois, tout est possible en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens d'aller et de chercher, d'aller vraiment à la rencontre de l'employeur et de pousser, parce que c'est pas parce que on candidate et on sélectionne qu'on va tomber forcément sur la bonne personne avec le bon métier et la bonne entreprise. Et là, donc j'ai commencé comme DRH, et alors là, révélation. Révélation jusqu'à il y a 5-6 ans. Voilà. Et il y a 5-6 ans, ben, c'est ce dont on parlait, les tableaux Excel, les reporting, voilà, on me demandait de ne plus recevoir les gens. Or, moi, pour moi, c'était le cœur de mon métier, en fait, puisque moi, je crois beaucoup aux liens. Je pense que si tu as un bon lien avec les gens, tu peux les emmener là où tu veux, et toute organisation qui met son management dans le lien emporte son organisation et la fait croître de manière naturelle. Ça crée une confiance, en fait. Hein. Ça crée aussi une confiance entre les gens. Et même si des fois, tu n'es pas OK avec certaines décisions, c'est vrai que du coup, les gens ont plus de facilité, au final, à dire, bon, bah, OK, là-dessus, je ne suis pas d'accord, après, on va voir. Et du coup, à aller dans ton sens. Et fédérer, du coup, les équipes. Bon, bah, c'est la deuxième question. Allez, tu me la poses. Ben, justement, parce que là, on parlait du parcours, de nos formations. Et du coup, avant le burn-out, pour toi, quels ont été finalement tes symptômes avec le recul maintenant que tu as? Et pourquoi tu n'as pas réagi tout de suite, en fait, au moment où tu as repéré ces premiers symptômes? Alors, parce qu'en fait, je pense on est dans le déni, en fait. On est dans quelque chose, on a beau nous dire ça va pas, il y a quelque chose, tu es fatigué, tu rentres le week-end, tu es crevé. Toi, tu te dis, comme on a des personnalités assez fortes, ce qui est normal, c'est pour ça qu'aussi quand on est en burn-out, on se dit qu'on va toujours réussir à dépasser la chose. Et 3 ans en arrière, moi, il m'était arrivé quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant une réunion, je ne m'en étais pas rendu compte. J'avais posé ma tête entre mes mains et j'avais commencé à ne plus finir mes phrases et à beaucoup bégayer. J'étais incapable de… Mais moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Donc ça, c'était 2 ou 3 ans avant. Et là, ma DG de l'époque m'avait dit « Tu vas chez ton médecin tout de suite » parce qu'elle croyait que j'étais en train de faire un AVC. En fait, je ne faisais pas un AVC. Je me suis arrêtée pendant une semaine. J'ai eu mal partout, tu vois, type exosquelette qui te pousse de partout, tu vois. Mais des douleurs. FPS que tu peux avoir. Ouais, des douleurs, mais terribles. Et j'ai repris. Pendant 1 an et demi, j'ai été fatiguée. Et puis, à un moment donné, et c'est là que c'est pervers et que c'est pernicieux, je me suis ressentie bien. Et puis est arrivé un moment où moi j'aime bien travailler avec des femmes assez jeunes dans les services où j'étais, j'aimais bien avoir des jeunes en fait. Voilà, ça me boostait, j'aimais bien ça. Et donc j'en ai 3 qui tombent enceintes en même temps. Bon, on fait une réunion d'équipe, je leur dis est-ce que vous voulez qu'on fasse rentrer de nouvelles personnes ou est-ce que vous êtes prêtes à prendre en charge en fait le surplus de travail. Moi, j'étais d'accord sur les deux, mais après, il fallait bien évaluer les choses. Et comme on était une équipe extrêmement soudée, les filles me disent non, hors de question que quelqu'un d'autre rentre parce qu'il ne sera peut-être pas au niveau, parce qu'on avait des demandes d'exigence et de… Voilà. Et puis arrive un épisode, donc j'étais de plus en plus fatiguée, et arrive un épisode qui a été la goutte d'eau. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc, j'avais une employée trans. Et bon, on s'entendait bien, tout ça. On était en recrutement et voilà. Et à la fin du recrutement, je pose une question banale. Et là, elle me fait un truc qui me choque. Mais je ne me rends pas compte sur le coup. Sur le coup, ça me fait même… C'est un truc qui t'aurait choqué, entre guillemets, en temps normal? Ou là, c'était vraiment, tu sais, comme c'était la goutte d'eau? Tu as senti que ça… Ouais, c'était la goutte d'eau. C'est-à-dire que ce n'était pas choquant, soit pour moi, parce que je suis quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, et voilà. Mais je ne sais pas, ça a provoqué comme une cassure, en fait. Et le lendemain, c'était fini. Le lendemain, je ne me suis pas levée. Voilà, je suis allée chez le médecin et c'était terminé.
Et c'est vrai que au final, le système. Il y en a beaucoup de gens avec qui j'ai pu partager aussi ce parcours-là de l'épuisement pro et du burn-out. Et en fait, c'est ça qui est dur aussi à repérer. Parce que des Ouais. fois, t'as des vagues, comme tu l'as dit. Moi, c'est pareil, hein. Enfin, j'ai vécu la même chose. Euh, et en fait, la goutte d'eau qui est bord Mm. du vase, des fois, c'est des trucs, mais on se dit, mais ça n'a rien à faire avec le burn-out. Ça C'était peut être exactement dans, je sais ça. pas, dans la famille ou les amis. Par exemple, mon chéri, moi, je sais qu'à un moment donné, enfin, ça se passait très bien. Et Mm. justement, le moment où j'ai commencé vraiment à être à la bordure, Mm. mais je pétais des câbles pour rien. Ouais, moi aussi, c'était pareil. Et là, je me reconnaissais plus. Et je me disais, waouh, là, il y a un truc bizarre, hein. Enfin, c'est quand même bizarre que Moi, je c'était réagisse sur... comme ça. Moi, c'était Donc, ça, de l'excitation et une fatigue intense. C'est-à-dire que le week-end, je profitais plus de rien. C'est-à-dire que j'étais arrivée dans un cycle où je dormais pour récupérer, pour aller travailler. alors là, Voilà. par contre, on va enchaîner sur un autre point, si on commence à aborder nos burn-out à nous. Mais juste pour apporter vraiment un complément à ce que tu dis par rapport à moi, mon vécu, avant qu'on passe aussi à la prochaine, qui est quand on est tombés toutes les deux, hein, vraiment en Mm. burn-out. Moi, le avant, en fait, c'était lié donc à une surcharge de boulot. Et au final, avec le recul, à l'époque, je n'osais pas aussi poser mes limites. Ouais, je suis d'accord. Et, Complètement d'accord. ou alors, je les posais, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est ça. Et qui fait qu'effectivement, bon, voilà, tu as l'impression de te battre un peu contre tout le monde, parce que, bon, c'est... Mais il n'y a personne qui m'écoute, personne ne prend vraiment considération de ce que je dis. Alors qu'en fait, bon, les gens, avec le recul, ils n'ont pas trop le choix, quoique. Ouais. Maintenant, en étant coach, je sais qu'on a tous notre part de responsabilité, moi Mm, aussi. mm. Mais au début, vas-y, si tu m'avais dit ça, mais je serais partie en cacahuète, hein. J'aurais mis ça, papa, tu me comprends pas. Et c'est vrai que, vraiment, moi, j'étais en tout cas en épuisement, j'avais l'impression que personne ne me comprenait, en fait. Mais je pense que c'est le cas. Honnêtement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as personne qui te comprend. Alors, moi, j'ai eu cette sensation-là aussi, hein. Mm. C'est-à-dire que, alors, ce qui m'a plus agacé, mais tu es sûr tu devrais les faire prise au sang. Ou l'autre truc, c'est ton compagnon qui rentre, dit bah, t'es encore sur le canapé. Mais en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu comprends pas. Et cette fusion qui a lieu entre le burn-out et la dépression, alors que ça n'a rien à voir. Mm. Mais c'est vrai que oui, ça peut te conduire à l'un ou à l'autre, en fait. Parce que le côté stress très, 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 très fort, en fait, au final, c'est ça, hein. Enfin, Mm, mm, mm. c'est des Oui, émotions oui, c'est fortes ça. qui nous conduisent à un stress et qui peuvent conduire soit effectivement dépression, déprime, enfin, Mm. déprime d'abord, dépression si c'est pas traité, ou au burn-out, sauf que le burn-out, moi, encore une fois, moi, je m'en toujours le déclic, parce que j'avais en fait, ouais, pour revenir juste pour recentrer par rapport à ce que tu m'as demandé démarrage, en fait, pourquoi j'ai pas réagi? J'étais comme toi. Pour moi, c'était j'allais me débrouiller, c'est temporaire. On vit tout ça, Mhm. donc au final, je suis pas plus bête qu'une autre. On va s'en sortir. Sauf que Oui, mais c'est non, en fait, si on ouais, bouge pas, non. c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est une question d'éducation à la base. Et quand tu parlais de mettre les limites, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. C'est-à-dire qu'on a on a eu soit le syndrome de la bonne élève, soit le syndrome du sauveur. Enfin, ça dépend vraiment de l'éducation qu'on a eue à la base. Et le burn-out, pour moi, c'est pas que le travail, c'est vraiment du global. C'est la façon dont tu envisages et dont tu te positionnes dans la vie. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux autres. C'est vrai que quand tu leur dis, enfin là, je peux aussi témoigner pareil, hein, mon chéri, mon conjoint, qui vivait avec moi à H24, 7 jours sur 7. Clairement, le soir, il me voyait juste très mal. Le dimanche, en pleurs. Ouais, Il me disait, mais c'est pas possible, mais bouge-toi. Enfin, mais et ça sauf n'a rien qu'il à voir. ne se rendait pas compte, en fait, à quel point c'est compliqué sur le coup
de te redonner un coup de pied aux fesses et de se dire, bon, bah allez, c'est bon, je me reconstruis. Ouais, sauf que pour se reconstruire, à un certain moment, pour chacun, il faut aussi prendre des décisions qui sont fermes, qui sont de changer aussi des choses. Changer les choses qui vont permettre d'avancer et de se reconstruire. Waouh, là, je te fais une transition sur l'après. Ouais, franchement, top. Donc, du coup, juste, on va passer. Alors, comment se sont passés les premiers mois et comment tu t'en es sorti? Puis moi, je répondrai après, je partagerai avec toi. Alors, les premiers mois, tu veux dire quand j'ai commencé à mettre le doigt dessus et je me suis arrêtée, c'est ça? Non, quand tu t'es arrêtée, ouais. Eh bien, en fait, je l'ai vécu comme une libération. Une libération parce qu'avant, j'avais très, très, très peur de comment allait réagir l'employeur. Parce que quand on se met en arrêt maladie, en général, c'est une maladie, on a un rhume, puis on revient au bout de 2-3 jours. Là, mon médecin, clairement, m'a bien fait comprendre. Là, si vous continuez, ça ne sera pas chez vous que vous allez aller, hein. C'est à l'hôpital. Donc, à un moment donné, moi, ça m'a fait un électrochoc, si tu veux. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter avant. À un moment donné, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'on va penser que je suis peut-être pas fiable, que je suis pas quelqu'un de confiance, qui fait pas bien son boulot. Mais à un moment donné, est-ce que c'est ça ou c'est ta santé? Bah voilà, j'ai pris la santé. Ouais, mais c'est une question vitale en fait. C'est ça. Et moi qui n'avais mais vraiment aucun arrêt maladie quasiment depuis le début de ma carrière, là, comme toi, ça a été libérateur. Voilà, j'ai senti que là, enfin, j'allais pouvoir me reposer, quoi. Enfin, j'allais pouvoir un peu lâcher prise. Mais c'est pas si simple que ça, parce que on a toujours notre cerveau qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de foutre là, pas bouger sur ton canapé, mais en fait tu peux pas faire autrement, quoi. C'est carrément ça. tu peux pas faire autrement. Et puis après, petit à petit, tu arrives à faire des petites choses. Pour ça, je dis que c'est important. Alors pas les premiers mois, parce que les premiers mois, il faut vraiment se donner le temps de souffrir, j'ai envie de dire. Tu vois, de souffrir suffisamment pour que ça devienne une expérience riche et positive. Tu dis de souffrir ou de s'ouvrir? De souffrir et de s'ouvrir suffisamment pour que ça devienne une expérience positive. Parce que je pense que si tu passes pas par cette phase-là, tu vas retomber dans le piège. Donc, il faut avoir réfléchi et après, il faut commencer à poser des petites actions. Il y a tout un processus de développement qui se met en place et là, ça devient une expérience qui est, pour moi en tout cas, je parle pour moi, qui a été extrêmement riche d'enseignements. Et justement, quand tu parles de poser les limites, maintenant, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux quand je veux, quoi. Et je m'en fous. Je prends ma place. Alors certains, moi là je vais te faire l'avocat du diable, hein, parce que moi aussi c'est vrai que je suis indépendante, donc c'est vrai que c'est aussi le choix de l'indépendance, c'est aussi pour ça. C'est quelque part aussi avoir cette liberté de faire ce que tu aimes et de t'organiser. Ouais. Et je sais, parce que ça, j'en ai déjà des qui me disent autour de moi, ah, mais c'est bien ça, mais t'es indépendante en fait, c'est pour ça que t'es libre de faire ce que tu veux, parce que quand t'es salarié, t'as pas le choix. Et je leur dis, ah bon? C'est pas vrai, parce que moi, je vis les deux situations. Et ça, c'est pour moi, je vis les deux situations. Donc, j'ai une entreprise à côté et je suis salariée. Donc, la liberté, elle est d'abord dans ta tête et dans ton positionnement et dans la place que tu prends et que tu te donnes. Tout à fait. Et c'est oser, en fait, communiquer aussi aux gens. Parce que le fait de leur dire, bah voilà, il n'y a pas de souci, je suis disponible sur tel créneau. Et puis sinon, bah écoute, effectivement, les gens, ils comprennent, quoi. Enfin, c'est oser, en fait, leur expliquer que là, leur demander l'urgence. Et si c'est pas urgent, important, bah, on décale. Et puis, savoir dire non. Et oui. Sans culpabiliser. Charité ordonnée commence par soi-même. C'est ça. Et savoir dire non, non, là, j'ai pas le temps. Même si c'est pas vrai. Il a quand même fallu ça, en fait. Hein. Parce que je pense que toutes les deux, dans la manière dont on parle,
enfin, on a aussi cette tendance à vouloir aider les gens. C'est Et du ça. coup, forcément, de dire non, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je le prenais à l'époque comme faire un outrage, en fait, par rapport à ma valeur Ah, d'aider les c'est gens. pareil, Tu vois. exactement. Et En ça, fait, c'est on après, j'ai se... compris que non. En fait, au contraire, pour aider les gens, il fallait être bien moi-même d'abord, intérieurement, pour justement après pouvoir inspirer, pour pouvoir donner aussi des coups de boost autour de moi. Mais sinon, si je suis à plat, hein, c'est comme la batterie de téléphone. Si elle est à plat, tu peux toujours essayer de jouer avec ton téléphone. Hein. Il ne marchera plus le Oui, téléphone. Hein. tu n'appelleras personne. Hein. Voilà, Et il n'y aura personne qui t'appellera. c'est ça. Et puis, oui, quand tu disais le non, c'est le positionnement, c'est prendre sa place. Et parfois, maintenant, je m'amuse à dire non, même si j'ai le temps, juste parce que j'ai pas envie. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai dépassé un autre stade. Juste parce que j'ai pas envie, parce que c'est pas le bon moment pour moi. Voilà. Et Ouais, je carrément. pense que c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Bien se connaître soi-même, Ouais. connaître ses valeurs, Mm. connaître ce qui fait sens pour soi aussi, qu'est-ce qui nous Mm. motive, qu'est-ce qui nous donne la fameuse question, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qui paraît, quand on te la sort, celle-là du chapeau, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ce truc-là? Non, mais en fait, moi déjà, j'aime pas me lever le matin, donc c'est bon. Voilà, en plus. Bon, Ouais, non, mais en fait, là, c'est justement quand tu disais apprendre à se connaître, c'est aussi ça, c'est apprendre à savoir où est-ce que tu es, à quel moment de la journée tu es le plus efficace. Voilà, et mettre les tâches en fonction des moments de la journée où tu es le plus efficace. tout à fait. Ouais, oui, son biorhythme, c'est savoir aussi ce que tu aimes, Ouais. gérer justement la planification. Mm. Et puis surtout, moi en tout cas, ce que je fais, c'est que j'essaie de maximum de m'amuser en fait. C'est Alors, ça. tu vois, prendre du plaisir dans ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on est efficace, qu'on est efficient, qu'on se dit, super, ça va être une super journée qui arrive, même s'il flotte dehors, quoi. Parce que sinon, Oui, le cerveau humain, on a vite cette tendance à se focaliser sur tout ce qui sur est le négatif petit dans diable notre blanc environnement. qu'on a là et pas le petit ange blanc qu'on a là. Et voilà. Et en fait, moi, c'est tout ce que je dis tous les matins. Allez, il fait pas beau dehors, on a du soleil dans la tête. On s'en fout. Et on va de l'avant. Et voilà. Et si jamais il y a un moment de fatigue, on se repose, hein, on pense à soi. Voilà. Donc, c'est apprendre vraiment à se connaître. En fait. Et c'est ça. Du coup, on va peut-être passer aussi à ce qui t'a fait sortir Du burn-out? du burn-out. Ouais, quel a été le déclic qu'est-ce qui pour toi, dans ton idée, a fait que tu as commencé à remonter enfin, où est-ce que s'est posé le déclic? En fait, déjà, le premier déclic, pour moi, la première branche, c'était vraiment déjà, d'accepter que ce que je vivais, c'était pas normal. C'est pas normal, comment dirais-je? C'est pas quelque chose qu'on devrait accepter, en fait. C'est ça. C'est justement, on n'est plus dans le fameux déni dont tu parles, tu sais, dans le processus du changement, on est souvent au début dans le déni, on ne se rend pas compte. À un moment donné, on tombe dans le trou en disant, en fait, ouais, non, clairement, les gens ont abusé. Et moi, je n'ai pas été en capacité aussi justement, je suis responsable aussi de ne pas être en capacité d'avoir posé mes fameuses limites. C'est ça. Parce que l'organisation qui te fait tomber ou le hiérarchique qui se sert de tes talents, en fait, est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il ne le fait pas de manière forcément méchante ou mauvaise, mais pour son propre confort. Voilà, moi, c'est vrai que je parle, tu sais, maintenant en coaching, quand j'accompagne les gens, je parle beaucoup d'environnement en fait. Ouais. Ce qui est important, c'est que en fait, ton environnement, il soit en capacité de répondre à tes attentes et tes besoins. Et là, en fait, c'était pas du tout le cas, mais vraiment pas. Donc, il y a eu cette première étape. La deuxième étape, c'est quand je me suis fait accompagner. Alors, j'ai testé plein de trucs. Hein. Au début, j'ai été voir la psy. Parce que, bon, Oui, alors voilà. ça ne fonctionne pas. Hein. On le sait toutes les deux. Moi, le truc qu'elle m'a appris, mais ça, c'est personnel. Hein, donc, il n'y a vraiment pas de jugement personnel, parce qu'il y a des psys qui peuvent être très bien. Mais la mienne, justement, elle m'a permis de comprendre que déjà, ma situation n'est pas normale. Alors ça, moi, j'ai eu ça aussi. C'est-à-dire que le psychiatre m'a dit, bon, écoute, tu en as pour 1 an.
Voilà. Et ça a été un choc, en fait, tu vois. Ça a été un choc, voilà. Voilà, t'en as pour un an. Et là aussi, en fait, je pense que cette phrase-là, elle m'a aidée parce que je me suis dit, non, j'en aurais pas pour un an. Je vais réussir à trouver la solution moi toute seule. Tu vois. Et en fait, donc vas-y, toi, la deuxième étape, tu disais. Non, mais voilà, donc du coup, moi, le psy m'a beaucoup aidé sur la deuxième étape. La troisième, elle m'a envoyé, en fait, à un moment donné, j'arrivais plus, je stagnais, mais elle sentait qu'il y avait quand même la combativité, justement, dont tu me parles. Je vais m'en sortir, je vais trouver une solution, voilà. Et ben, je suis allée voir une sophrologue pour justement la gestion de stress, les émotions, appréhender. J'ai testé et ça m'a apporté aussi un petit plus. Moi, j'ai testé l'hypnose. Et ça j'ai m'a fait apporté. derrière. Je crois que j'ai tout testé, en fait, tu vois. Et je sais pas quel est le coach. Oui, moi, j'ai fini par le coach. Et alors, très bizarrement, comment le coach conseillé par un médecin. Alors ça, c'est le truc qui t'arrive jamais, quoi, tu vois. Pourtant, pour moi, au contraire, ça peut être très bien, en fait. Quand tu n'as pas besoin de médicaments ou autre, le coach, il ne traite pas la même chose que le psy. C'est ça. Et tu peux lier les deux, en fait, parce que je pense qu'il faut lier les deux, en fait. Moi, j'étais sous médoc, enfin, j'étais sous médicaments, hein, j'avais un traitement assez lourd. Mais le médecin, lui, m'a dit non, mais il faut aller voir un coach pour apprendre. Ah, excuse-moi, j'ai ton son qui a coupé, Isabelle. Voilà. C'est un coup de téléphone qui arrivait, donc oui, à apprendre à refuser, à me positionner à savoir ce que je voulais, en fait. Voilà. Qui était au cœur de moi-même et ce qui était moi. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, moi, je l'analyse après, c'est que je m'étais complètement oubliée et que la personne que j'avais montrée aux autres pendant des années n'était absolument pas moi. Tu étais quelqu'un au boulot et tu étais quelqu'un d'autre un peu avec les amis, quoi. C'est ça. Et en fait, j'avais poussé le vice jusqu'à utiliser deux noms. Donc, je me faisais appeler d'un nom au boulot, donc avec une persona qui était complètement un faux self, en fait. Et un autre nom dans la vie privée. Aujourd'hui, j'utilise le même nom dans ma vie privée et dans mon travail. Mais le coaching, oui, ça a été vraiment le sauvetage parce que ça m'a permis de construire un projet et d'avoir un nouvel objectif et de me connaître mieux et d'avoir un nouvel objectif. Et justement, je rebondis sur ce dont tu parlais, sur l'indépendance. J'avais déjà utilisé le coaching parce que j'étais quelqu'un qui avait du mal à me mettre en couple, en fait. Et donc, j'avais déjà utilisé 8 ans auparavant ou 10 ans auparavant cette méthode, enfin, voilà, le coaching, et ça avait fonctionné. Parce que moi, j'étais incapable de supporter quelqu'un dans ma vie, en fait. Tellement j'étais indépendante. Et là, je suis avec la même personne depuis 7 ans. Donc, ça fonctionne. Voilà. Je suis totalement persuadée. Mais moi, en fait, c'est vrai, je suis convaincue comme toi. Hein. Enfin, en fait, tout pour moi, c'est concaténé, c'est combiné. Et en fait, ça a explosé grâce aussi au coaching que j'ai eu. Parce qu'au final, alors pour moi, en tout cas, ce qui a fonctionné à l'époque, vraiment, il me disait, mais là, tu me racontes des trucs, mais regarde là, c'est le passé. Oui, c'est ça. Passé. Maintenant, c'est qui aujourd'hui? Exactement ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai ma foutu une de ces tartes à l'époque. Mais t'es en train de me dire que je suis en train de vivre dans le passé. Ouais. Oui, tu peux être dans le futur aussi. C'est ça. D'accord, mais tu veux concrètement que je fasse quoi? Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait, il a construit aussi l'accompagnement que j'ai eu moi. Et derrière, j'ai enchaîné sur un bilan de compétences. Justement, parce que j'étais en RH, mais moi, quand tu me dis, OK, les RH, c'est peut-être pas ton métier, c'est panique à bord. Je suis paumée, en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, j'ai connu ça aussi, ouais. Ouais, voilà, donc toi aussi, tu partages les sensations. Enfin, moi, j'étais vraiment paumée, quoi.
Je me dis, là, j'avais un crédit de la maison là, qui arrivait sur le dos. Je ne pouvais pas me permettre de perdre de salaire comme ça pendant X temps. Soit je retournais à mon emploi, donc risque de re-burn-out une deuxième fois. Exactement. Soit je passais à l'action, je ne sais pas comment. Donc, j'ai trouvé le bien de compétences comme ça, en me faisant coacher toujours par ce coach. Mm. Et finalement, c'est comme ça en fait, que ça m'a mis le doigt sur. Voilà. En fait, étape par étape, j'ai grandi au fur et à mesure, quoi. Oui, mais En c'est pas un enlevant bilan de les craintes d'échec. compétences. Ouais, mais c'est pas un vrai bilan de compétences. C'est un bilan de compétences plus. Ah si, C'est si. pas le bilan de compétences de base. Ah, C'est le moi, bilan de compétences global, en fait. moi, il m'a fait un vrai bilan. Tu sais, Mm, c'est un cabinet vraiment de bilan de compétences. Et en mm. plus, il avait aussi la partie coaching. Donc, du coup, j'ai fait les deux. C'est ça, Voilà. en Mais fait. Il faut effectivement, faire oui, les deux. Ouais. le coaching, c'est une chose. Et le bilan, effectivement, c'est une autre. C'est clair, Mm, oui, mm. tout à fait. Mais si tu fais que le bilan, j'ai envie de dire que ça ne sert pas à grand-chose de faire que le bilan, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut faire le bilan et le coaching et allier les deux, en fait. Si tu n'allies pas les deux, tu vas te retrouver au bout du compte avec un bug, en fait. Bah ouais, Parce que ouais, mais c'est ça. Parce que c'est vrai tu que te... en fait, le bilan de compétences m'a apporté la partie terrain, technique, compétences, on a en lien de mon expérience vécue. Mm, Et le coaching m'a apporté le côté état d'esprit. mm, Genre, état d'esprit positif, de comment je fais par exemple, quand j'ai des émotions plutôt négatives ou une baisse d'énergie, une fatigue physique aussi. Comment je fais? C'est lié à mm, quoi? Qu'est-ce que je mm, peux faire pour me sentir mieux? mm, Et du mm. coup, me permettre d'avancer beaucoup plus vite. Par la suite, dans Ouais. le plan d'action que j'avais décidé, en bien de compétences. Mm, mm. Effectivement, je rejoins complètement. Mais après, voilà, moi je crois vraiment que le passage à l'action est l'objectif, la construction du futur et de se faire conscience sur cette construction du futur, même si on n'y voit pas clair et qu'on a peur, et c'est normal, j'ai envie de dire que c'est normal, c'est ça qui te fait sortir et qui en fait une expérience riche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les bouddhistes qui disent le nénuphar naît dans la boue, et ben c'est ça. Mm, Voilà. complètement. Complètement. Et puis, c'est vrai que alors moi, j'ai une autre petite image, mais c'est plus une petite réflexion Ouais, de Steve Jobs. Avant de créer vas-y. Apple, Ouais. combien il a eu d'échecs? Oui, c'est ça, Une centaine exactement. d'échecs. Et quand tu dis ça, tu dis non, mais attends, c'est bon. Enfin, Steve Jobs, quoi, le Apple. Ouais, Oui, mais non, avant, on lui a fermé plein de portes dans la tronche mais et exactement, parce que il s'en est personne n'y servi, quoi. croyait. Mm, Personne n'y croyait. Et mm, en fait, quand tu construis un projet et que tu vois que tu n'avances pas assez vite, etc., c'est pas grave. Il faut, ce qui est hyper important, c'est de persévérer. mm. La Et puis, persévérance, c'est ce ouais. qui est la clé. Et puis, toujours faire des petites actions. Tu vois, quand tu parlais de la fatigue, c'est Mm, des petites actions. Tu vas dépasser ta fatigue parce que tu fais des petites actions. mm. Et par des travers, des chemins de traverse que nous, on apprend à nos clients, en fait, aujourd'hui, mais qu'on a appris sur nous-mêmes parce qu'on sait. On l'a testé. C'est ça, on l'a bien testé, on l'a bien... et on s'est bien observé surtout. Moi, j'ai adoré m'observer et aujourd'hui, j'adore. J'aime la personne que je suis devenue, pas que j'étais, Tu as mais le qui droit, au s'était perdue. contraire. Ouais, C'est voilà, important, en fait. ouais. Moi, Ouais, mais c'est le plus important. ouais, c'est ça. C'est vraiment, oui. Et en fait, moi, je suis sûre qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a grandi de cette expérience tous les deux. Et moi, aussi, un truc, c'est par rapport à moi, j'ai l'impression, bien sûr, je me connais mieux qu'avant. Mais je suis sûre que là, parce que je suis en train de tester d'autres trucs, donc je me lance encore d'autres challenges au fur et à mesure. Et je suis sûre que je vais découvrir encore plein d'autres trucs. Donc en fait, ça c'est souvent ce que je dis aussi en accompagnement. Tu sais, parce que les gens aussi, des fois, on peut se donner l'impression de dire, mais en fait, j'ai jamais assez confiance en moi, j'y arriverai jamais. Mais en fait, par exemple, la confiance en soi, moi je prends beaucoup l'image de, en fait, la confiance en soi, c'est pas un truc qui est défini à un instant T. C'est un truc que tu vas travailler toute ta vie.
Et ça s'arrêtera le jour où tu quitteras la Terre. C'est Donc ça. au final, voilà. Donc, on- Pour moi, la confiance en soi, c'est pousser des portes, des petites et des grandes, et se mettre des challenges. Et du coup, la peur, elle disparaît. Plus tu le fais, plus tu ouvres des portes, plus tu vas taper à des portes que tu ne connais pas. Et plus tu es fier de toi et plus tu es confiant, en fait. c'est ça. Donc, Ça s'entre-nourrit, en fait. C'est un cercle vertueux c'est ça. qui se passe. Hein. Et moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup la méthode des petits pas. C'est un peu ce que tu dis. Les petites actions. Au Ouais. début, tu te dis, wow, ça n'aura pas d'impact, c'est n'importe quoi. Mm. Sauf qu'en fait, tu prends de plus en plus confiance et à un moment donné, tu te retrouves à faire une action, tu te dis, waouh, attends, c'est moi qui ai fait ce truc-là. Ah oui, oui, moi j'ai l'exemple de quelqu'un qui m'a dit, au début, elle se reconnaîtra, mais je ne vais pas citer son nom évidemment, qu'elle n'était absolument pas créative. Mais alors, non, elle n'était pas créative, non, elle n'était absolument pas créative, elle était que carrée, pas du tout créative. Et à un moment donné, je l'ai vu se mettre à créer un jardin japonais absolument magnifique. Et moi-même, j'ai bugué, quoi. Elle ne se croyait pas capable de faire ça. Et elle a fait plein de choses. Et voilà. Et en fait, voilà, le coup du jardin japonais, mais ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Quand elle m'a envoyé les photos, j'ai fait ah ouais, t'es pas créative, ouais. Ben, elle y a mis toute son énergie. Hein. C'était un focus. Voilà. Et c'était plaisant de voir ça parce que, toi comme moi, c'est l'humain qui nous intéresse. Donc, C'est vrai qu'au final, c'est vrai qu'on a tous un potentiel qui est monstrueux. Enfin, oui. dans notre zone à nous, alors en psychologie, on dit ça la zone de génie. Mais c'est Mm. vraiment les trucs qu'on aime faire et du coup, on est naturellement doué en fait pour le faire. Et avec un petit peu d'entraînement, de pratique, Mm. on peut faire des trucs, mais grandioses, quoi. Enfin, on se rend C'est pas compte, ça. on n'est pas forcément habitué. Après, c'est aussi une question d'éducation, c'est aussi une question de Mais, culture, parce que j'ai l'impression qu'en oui. France, on est quand même très par exemple, orienté sur fais pas ci, fais pas ça, C'est ça, fais comme si. exactement. Bon, il y en a qui vont pas aimer ce que je dis, mais bon, tant pis. Mais c'est vrai que On moi, est très orienté culpabilité. voilà. Et moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, c'est intéressant d'aller voir un peu, des fois, de l'autre côté. Par exemple, les anglo-saxons là-dessus, ils n'ont pas du tout la même approche. Et le fait de te dire, ok, je tente des trucs. Si j'y Pas arrive, grave, cool, pas j'ai grave. appris un truc et j'ai tenté et j'ai réussi et ça renforce ma confiance en moi. Je C'est me ça. plante, ok, j'ai appris un truc. Voilà, c'est ça, Voilà, c'est tout. c'est ça. C'est ne pas rester. Enfin, l'échec, c'est des marches que tu montes. C'est pas des marches que tu descends. Et puis surtout, on a tendance ici à être orienté problème au lieu d'être orienté solution. Mm. Ah, attention à ton micro qui a coupé. C'est toujours d'être dans solution et ça, c'est vraiment hyper important. Alors là, effectivement, quand on va nous entendre, on va dire elles sont gentilles les deux, elles sont gentilles les deux petites, mais moi, j'en serais pas capable et voilà. Non, en fait, on est tous capables. Il faut juste. Juste justement pour rebondir sur ce que tu dis. J'ai quelqu'un avec qui j'ai partagé, j'ai accompagné. Au démarrage, cette personne-là, c'est pas pour dire ouais, j'ai accompagné quelqu'un. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment l'esprit, c'est que j'avais quelqu'un en face de moi qui avait une estime d'elle qui était vraiment proche de zéro et qui s'était complètement oublié, en fait, comme nous, dans notre état d'esprit aussi, mais c'était une manière un peu différente parce qu'en plus, il y avait l'estime d'elle-même qui était vraiment au plus bas. Et cette personne-là, quand je l'ai reçue, elle me dit, mais en fait, je sais, en fait, je me forme, je sais ce que je dois faire et j'arrive pas à le faire et du coup, j'y arriverai jamais. Et le fait d'appliquer ce qu'on s'est dit, parce qu'au début, je lui ai dit, bon, ok, t'es pas capable. Ok. Et des fois, en fait, le fait de. Alors, c'est pas méchant, mais c'est vrai que la vidéo aussi, ça sert un petit peu aussi de. Pour moi, je pense en tout cas, c'est un coup, un coup de jus. On dit, allez, on se rebooste. Parce que oui, aujourd'hui, on est à deux, on sourit, on a traversé l'épreuve et on en est sorti grandi.
C'est vrai Ouais. que tu m'aurais proposé la vidéo il y a quoi? Il y a 5 ans, j'aurais pas pris dans ce même état d'esprit. Et ce qu'on va dire, c'est que du coup, il y a un avant et il y a un après. Mm, mm. Et c'est possible de s'en sortir et pas au bout de 5 ans de thérapie ou je sais pas quoi. C'est ça, parce que ça sert à rien Ouais. et tu perds ton temps. Et moi, c'est ce que je voulais pas et c'est pas ce que je veux pour mes clients non plus. Enfin voilà, c'est de leur apprendre à ouvrir des portes et, et parfois, parfois je gronde, hein. Parfois je gronde. Alors, parce que justement, c'est challenger que de gronder. C'est pas ma façon de gronder n'est pas méchante. C'est juste, c'est que je sais que la personne, elle en est capable et que c'est elle sa propre ennemie en fait. C'est ses angoisses qui la freinent, ses peurs, et en fait, oui, il faut y aller petit à petit. Et puis, on s'en sort pas de manière magique non plus. C'est C'est un ça. chemin à Il y a un parcourir. cheminement, carrément. Ouais. Il y a un Donc, cheminement, ça sert à rien d'essayer de griller les étapes non non. plus. Parce que c'est vrai qu'on peut retomber dans ce cas-là. Et c'est vrai que Mm. se faire accompagner, pour moi, c'était vraiment la meilleure solution pour justement avoir ce fil rouge, en fait. C'est ça. C'est Parce là que pour l'accompagnement, identifier, tu vois. c'est une Identifier les clé. moments, comme tu C'est dis, ça. où je pense, je vais rebondir en fait sur ce que tu voulais dire. Tu me diras si c'est ça. Vas-y. Mais en fait, c'est les moments où justement tu as des doutes, où tu commences Mm. à freiner. Parce qu'il y a toujours des moments où ça freine un peu dans l'évolution des étapes. Et tu te dis, ouais, mais là, ça sert à rien, en fait. Enfin, je suis en train de redescendre, j'avance plus. Et en fait, tu as envie de tout laisser tomber. Et c'est Mm. à ce moment-là, justement, que la personne qui t'accompagne, elle est là pour aussi, des fois, hein, faut avouer, te boxer un peu, enfin, C'est un ça. coup de pied au cul, hein, excuse-moi du terme. C'est ça. Oui, mais moi, je suis pareil. C'est ce que Non, mais en fait, je dis. C'est ce c'est de que je donner, dis. en fait, moi, je sais, en tant que coach, que tu vas y arriver. Mm, mm, Et j'ai confiance en toi. mm, mm. Et rien que, enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois mon accompagnement aujourd'hui. C'est quand tu apportes de l'amour aux gens, que tu Ouais. leur apportes de la confiance, bah, en fait, c'est ça qui leur manque. Donc, au final, ça les aide aussi à Mm. s'élever et à grandir encore plus rapidement, quoi. Alors moi, j'ai une expérience comme ça qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Mm. Donc la personne, je la citerai pas, évidemment, hein, c'est toujours pareil. Bien sûr, oui, Ouais, confidentialité. ouais. Mm, mm. On ne voulait pas être en FaceTime, en fait, elle voulait pas être. Bon, pas grave, ça me pose pas de problème du tout, donc je la prends au téléphone et là, la personne me décrit son physique. Donc j'écoute et j'entendais à la voix, je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'entendais à la voix que tout ça c'était faux, tu vois. Et donc la personne me décrit un physique épouvantable. Mm. J'en rigole encore, hein. Et du coup, on fait l'expérience. Je dis, montre-moi qui tu es, que je te vois. Et là, j'ai ri parce que je me suis dit, mais t'es pas du tout ce que tu as décrit, en fait. L'expérience, elle était super bonne parce que du coup, c'était pas du tout la personne qu'il avait. Lui n'était ou elle n'était pas la personne qu'il ou elle avait dans la tête, tu vois. Mm. C'était tout le contraire, en fait. C'est une perception qu'on a de nous, en fait, à un moment donné, Ouais, qui n'est pas exactement. forcément, pas forcément la bonne. Et Mm. moi, c'est marrant parce que ça me fait penser juste à un autre truc. Et puis après ça, qu'il va falloir je crois qu'on avance, parce que là, ça fait déjà un certain temps que les auditeurs vont être en train de nous écouter. Mais c'est vrai que j'avais fait le même type d'expérience, tu vois, c'était une sorte de 360. Donc en fait, tu poses des questions à des gens de ton entourage, ou Ouais. même à des anciens collègues qui t'en bon terme, ou pas. C'est ça qui est marrant, ou pas. Oui, ouais. Et tu leur demandes vraiment de te décrire. Et tu Mm. demandes à la personne, enfin, moi en l'occurrence, de te décrire. Et je disais, à moi, mon rêve, c'est d'avoir l'impression d'être quelqu'un qui est vraiment sereine, qui a confiance en elle, qui est dans la douceur, qui est dynamique. Mm. Et moi, je me dis, non, mais moi, je suis pas du... Enfin, dans ma tête, je me voyais mais pas du tout comme ça à l'époque. Mm. Et le regard des gens, c'est pour ça que je me permets de parler que de moi, hein, mais je sais qu'il y en a plein que j'accompagne derrière. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Mais ça m'a foutu une tarte. Ouais, ouais. Et les gens m'ont dit, mais en fait, tu l'es déjà. Oui, c'est ça.
Ah ouais, d'accord. Il y a un moment les yeux de Dory là dans Nemo. Ouais, c'est de conscientiser en fait ta personnalité et d'apprendre à t'aimer en fait. Ça, ça. et ce que je voulais aussi rajouter, et ce sera peut-être la conclusion, c'est que l'accompagnement, c'est une clé pour toute ta vie en fait. C'est un investissement pour toute ta vie. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu justement un SMS parce que quand je finis les accompagnements, je garde quand même un contact. J'aime bien savoir ce que deviennent les gens. Ah, toi aussi. Et ouais. Et j'aime bien justement. Et puis à la nuit, s'ils ont besoin de m'appeler parce qu'ils ont un doute, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, tu vois. J'y mets pas, j'y mets ma personnelle, enfin, j'y mets du cœur en fait, voilà, c'est ça. Et là, la personne, elle vient de m'envoyer un SMS aujourd'hui et toutes les portes sont en train de s'ouvrir et elle me dit la vie est taquine. Et je dis non, la vie n'est pas taquine. C'est toi qui t'es repositionné et c'est toi qui as fait un travail sur toi. C'est juste le résultat de ton engagement et de ton positionnement. Et ça arrive après l'accompagnement, mais c'est parce que tu t'es repositionné dans le monde du travail et que tu as fait d'autres choix. Et que du coup, c'est un peu comme si tu avais changé ton futur, en fait. C'est ça, en fait, tu es redevenue actrice ou acteur de ta vie, en fait. C'est Et ça. tu as décidé pour toi ce qu'il fallait. Et là, bizarrement, tu as d'autres trucs, d'autres résultats qui arrivent, en fait. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que quand tu apprends à taper à toutes les portes en même temps, petit à petit, tout s'ouvre. Et ça, on a du mal à le faire croire aux gens, mais c'est la vérité. Je vais parler au nom de nous deux, je ne vais pas parler seulement à mon nom propre, parce que je ne suis pas comme ça, j'aime bien le collectif, donc voilà. C'est que l'accompagnement, pour moi, c'est pas une question d'argent. Moi, je sais qu'au début, quand je me suis fait accompagner donc sur les conseils d'un médecin, hein, voilà, je me suis lancée dans un projet et je sais pas comment t'expliquer, c'était quelque chose de l'ordre de la survie en fait, peu importe le prix. Il fallait que je commence à monter une marche et c'est la marche que j'ai montée et qui a fait que je suis sortie du burn-out. Pas d'un coup, hein, petit à petit. Parce que c'est pas parce que tu es accompagné 3 ou 4 mois que tu vas sortir de manière magique. Mais tu as les clés pour en sortir. Et c'est ça qui crée le résultat. Complètement. Complètement. Et après, la question de l'argent, j'ai envie de dire que c'est un investissement sur soi et c'est commencer à s'aimer soi-même. Voilà. C'est ça. Est-ce que ça vaut, en fait, on se mérite d'être mieux? Est-ce qu'on mérite finalement d'investir sur soi? Et surtout, cet investissement, c'est un investissement, comme tu l'as dit, qui va durer derrière toute la vie. Ouais. Et moi, je dois dire que moi, quand j'ai investi sur moi, je ne vais pas le cacher, j'ai fait un prêt vite fait et pas grave. Pas grave. Et je l'ai honnêtement, le prêt que j'ai fait, c'est bon, quoi. Je l'ai largement remboursé. Moi, je n'ai pas fait de prêt, mais par contre, dans l'année, là, j'ai eu plus de 20 000 euros de formation et d'investissement sur moi. Donc, on va chercher à droite à gauche, on priorise des trucs qu'on voulait acheter. Moi, perso, plein de trucs, j'ai un PC qui a grillé, je ne l'ai pas changé tout de suite. J'ai trouvé j'ai priorisé. Voilà. Oui, mais c'est exactement ça. Après moi, je vais aussi chercher des formations aux États-Unis. Enfin, je me forme tout le temps, en fait. Je suis tout le temps dans la formation, tout le temps dans la recherche de nouvelles solutions et dans l'investissement sur moi. C'est ça. Donc, je pense que c'est une dynamique de vie que tu apprends après. Tout à fait. Oui. Mais ce que je pense aussi, enfin là, je partage à 1000%. Parce que tu vois, tu vas 10 fois au restaurant dans l'année
Et ça t'apporte quoi en termes de bien-être, à part est-ce que tu t'en rappelles d'ailleurs? Non. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est se poser un instant, lister tout ce qu'on fait comme habitude et voir important et vraiment vital ou pas, quoi. Puis on regarde et on voit à la fin ce qui reste. C'est ça. Donc, ouais. Non, moi, je pars du principe que tu as toujours des moyens, en fait. Tu as toujours des solutions, plus ou moins long terme, hein, on est bien d'accord. Ouais. Mais en tout cas, voilà, tu as des solutions. Et par contre, sur ce, je suis désolée, je vais devoir vous quitter. Oui, J'ai un autre. voilà. Allez, écoute, à très bientôt. Du coup, sur ton groupe, Mais oui, avec plaisir. Écoute. voilà. Allez, je fais le montage, je te l'envoie et puis bye bye. Puis, Merci. merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à tous. Salut. Bye Allez, bye. bye bye. Salut.